scène de l'apostrophe où j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Priscilla Miret. Bonjour Priscilla Miret, bienvenue. Bonjour. On vous reçoit pour ce livre publié chez Fabre, La Suisse que je souhaite. Une première question toute bête, pourquoi avoir ressenti le besoin d'écrire ce livre et pourquoi maintenant? Pour le besoin, c'est parce que pendant les 9 ans que j'ai passé au département des affaires étrangères, je me suis constamment posé la question pourquoi un pays comme la Suisse, qui est si ouvert sur le plan économique, sur le plan culturel, on partage après tout 3 langues nationales avec nos voisins, sur le plan scientifique, pourquoi un pays si ouvert est-il si réticent face à la grande politique, face à ne s'implique qu'avec beaucoup de retenue dans la vie internationale. Et je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi, et ce livre est une tentative d'expliquer les causes structurelles et conjoncturelles qui conduisent à cette retenue. Et puis c'est un joli retour quelque part, parce qu'avant d'être conseillère fédérale, vous avez été conseillère d'État à Genève, et avant d'être conseillère d'État, vous aviez un métier, vous travailliez dans la diffusion des livres. Voilà. Donc retour aux sources d'une certaine manière. Au début de ce livre, vous dites clairement que vous n'aviez jamais pensé devenir conseillère fédérale. Honnêtement, c'est quelque chose, c'est pas une chose à laquelle on pense quand on est conseillère d'État à Genève et qu'on se dit c'est la bonne année, le bon parti. À l'époque, il y avait encore cette problématique-là. On n'y pense vraiment pas. Non. On n'y pense vraiment pas. J'étais très bien à Genève, au département des finances. J'avais beaucoup de plaisir et beaucoup de motivation à travailler au département des finances. Et mes collaborateurs m'ont demandé, au moment de... J'ai déposé ma candidature sur demande de mon parti. Ils m'ont demandé, mais vous allez partir. J'ai dit, non, faites-vous pas de soucis, j'ai pas le profil d'une conseillère fédérale. Jamais je serai désignée. Alors vous nous révélez quelques coulisses de votre élection, et j'ai été très surpris que finalement on vous annonce les choses, mais presque banalement, c'est-à-dire que c'est un huissier, je ne sais plus à quel tour d'élection, qui vient vous dire « Madame la conseillère fédérale, voulez-vous me suivre ?» C'est comme ça que vous apprenez que vous êtes conseillère fédérale, c'est insensé. Bon, écoutez, on était enfermés avec Madame Ruth-Luthi parce qu'on était 2 candidates socialistes. Et on nous avait enfermés dans une salle du palais fédéral, toutes les 2 en face à face. Ce qui déjà est une situation franchement difficile, parce qu'une d'entre nous devait gagner et l'autre devait perdre. Et il y a eu, ça a été très long, il y a eu 5 tours pour désigner la conseillère fédérale. Et chaque fois, on avait un écran télé, on regardait l'écran télé, et les résultats étaient donnés, on les avait en même temps que les personnes qui étaient dans la salle, les personnes de l'Assemblée fédérale. Mais à un moment donné, au 5e tour, il y a un huissier qui est rentré, qui est venu vers moi et qui m'a dit « Madame la conseillère fédérale ». Et c'est comme ça que Ruth-Luthi a appris qu'elle n'était pas élue. Et moi, j'ai appris que j'étais élue. Ça, c'était vraiment un moment très ambivalent, je dois dire. Parce qu'en même temps, c'était un soulagement que ce soit fini et qu'enfin, on désigne celle qui avait été élue. Et pour elle plutôt pour moi. Hein. Je veux dire, moi, c'était juste ambivalent, mais pour elle, c'était vraiment très... En plus, vous ne pouvez pas l'embrasser, rien, il faut partir. Je ne peux pas la féliciter, je veux dire, vous êtes dans une drôle de situation. Ouais. Vous rendez un bel hommage au début du livre à Christiane Brunner et au Parti Socialiste par rapport à votre élection au Conseil fédéral. Mais paradoxalement, je ne savais pas, vous l'avez aussi un petit peu à Kofi Annan. Racontez-nous. J'étais candidate et c'était l'année où la Suisse est rentrée aux Nations Unies. C'était septembre 2002. Et une délégation de parlementaires fédéraux a été organisée, et avec le conseiller fédéral Joseph Daes, a été organisée pour assister à l'Assemblée générale des Nations Unies qui devait décider et approuver l'entrée de la Suisse aux Nations Unies. Et on a ajouté à cette délégation de parlementaires fédéraux, on a ajouté une représentante du canton de Genève qui est le canton hôte des Nations Unies en Europe, qui est le siège des Nations Unies en Europe. Et moi, j'étais désignée pour faire partie de la délégation fédérale comme représentante genevoise. Et alors, on est reçu par Kofi Annan au 38e étage de la Tour des Nations Unies. Il y avait une délégation d'environ 20 personnes. Le conseiller fédéral Joseph Daes avance le premier vers Kofi Annan, le salue, etc. Et tous les parlementaires fédéraux ont suivi. Et moi, j'étais en queue de peloton, puisque la représentante d'un canton seulement. J'arrive vers Kofi Annan et il me dit « Salut, comment vas-tu ?» Il m'embrasse sur les 3 fois, comme on fait en Suisse. Je
je le connaissais puisqu'il avait été désigné citoyen d'honneur du canton de Genève. On l'avait reçu au Conseil d'État. Et alors tous ces parlementaires fédéraux se sont dit non mais c'est qui celle-là? Ils ne connaissaient pas du tout. Qui c'est cette fille qui embrasse Kofi Annan? Et donc je raconte que finalement je pense que ça a été mon élection au Conseil fédéral parce que ces parlementaires fédéraux qui ne me connaissaient pas du tout se sont dit bon ben alors si elle connaît Kofi Annan c'est que voilà. Alors votre livre est plein de mérite. D'abord il est extrêmement bien écrit, il faut que je vous le dise. Bah, merci, ça et puis on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait un petit côté revanchard, parce qu'on ne vous a pas épargné pendant le Conseil fédéral, et je me suis dit, est-ce qu'elle va régler ses comptes? Eh bien, pas du tout. Très élégamment, vous faites un constat, vous dites d'ailleurs qu'on vous a souvent jugé sur la forme au détriment du fond, et ça, j'ai le sentiment. Moi, j'ai essayé de... Pour vous dire franchement, j'étais très fière de représenter la Suisse, parce que l'image de la Suisse à l'étranger était... Avec l'histoire du secret bancaire, ça s'est un peu écorné. Mais sur le plan de la défense du droit international, des droits humains, sur la politique de paix, la Suisse a une très très bonne réputation. Et donc j'étais très fière de représenter la Suisse à l'étranger. Et j'ai essayé de promouvoir la Suisse, parce que, comme je le disais tout à l'heure, les Suissesses et les Suisses sont très fermés, ou la grandeur de la population d'un pays qui fait que le pays est influent. C'est la manière dont il se profile sur la scène internationale, c'est la manière dont il contribue à trouver des solutions aux problèmes et aux risques globaux qui nous touchent aujourd'hui, par exemple le changement climatique, par exemple le terrorisme. Il y a toute une série de phénomènes qui sont des phénomènes globaux et auxquels personne, aucun État ne peut répondre à lui tout seul. Ça demande la coopération internationale. Et donc l'influence d'un État passe par sa contribution au plan international, par la recherche de nouvelles alliances. Et donc j'ai essayé de profiler la Suisse, parce que sinon, la Suisse est un pays qui ne pose pas de problème dans le monde. La Suisse est un pays tranquille, qui n'est pas un danger pour la paix dans le monde, qui ne pose pas de problème particulier. Et donc, les grandes secondes ne s'occupent pas de nous. Je veux dire, on pouvait leur courir après. On m'a dit, quand je suis rentrée en fonction, il faut aller visiter les pays voisins, à commencer par les plus grands. Le seul pays qui a accepté de me recevoir le premier mois, ça a été la Finlande. Hein. Les autres, ils n'étaient pas très pressés. Et quand je disais à Madame Ashton, la ministre des Affaires étrangères européenne, j'ai des problèmes bilatéraux dont je voudrais vous parler, elle disait oui, donc en 3 minutes à la fin de notre entretien. Et elle s'intéressait surtout aux relations avec l'Iran, aux gros problèmes dans lesquels la Suisse était médiatrice, mais pas du tout aux problèmes bilatéraux, parce qu'en fait, c'est pas un pays qui pose des problèmes insolubles. Donc j'ai essayé de profiler la Suisse plus qu'elle ne l'avait été jusque-là, en utilisant la neutralité, le fait que nous n'étions pas membres de l'Union européenne, comme des atouts dans la vie internationale. Et ça, vous l'avez vu démontrer. Peut-être qu'il pourrait la prendre en compte, peut-être pas, mais en l'occurrence, il n'a pas du tout été fâché. Le soir, il y avait une réception à Davos, il a fendu toute la foule pour venir me saluer, donc il n'est vraiment pas fâché. Il a été bon camarade, en plus il vous a donné d'autres conseils en coulisses. Hein. Ouais, la première chose que je lui ai dit en arrivant, en me voyant, j'ai dit écoutez, je suis en fonction depuis 3 semaines. Il m'a dit pas de soucis, venez, je vais vous expliquer, je vais vous montrer, etc. Super sympathique. Même si on ne partage pas les opinions qu'il a défendues à l'époque, il a été très gentil avec moi, il m'a guidé un peu dans l'art de serrer les mains et de s'adresser aux journalistes. Alors je disais que cette rencontre a été déterminante parce que dès le début du livre, vous mettez en valeur les atouts suisses et vous dites finalement quand on a des atouts comme les nôtres, pourquoi est-ce qu'il faut penser qu'on ne vaut rien, qu'on ne pèse rien et qu'on n'a aucune place dans le jeu, quoi. Alors, dans les raisons qui font que la Suisse est très réticente et qu'elle n'a pas envie d'intervenir, il y a tout d'abord le fait qu'on est les enfants de Jean-Jacques Rousseau et qu'on pense que l'intérêt général c'est l'addition des intérêts particuliers et qu'évidemment avec une telle conception de l'intérêt général, on a beaucoup de peine à définir des stratégies d'ensemble. Et on est très souvent réactif et on est très bon dans le pragmatisme. On est très bon quand il s'agit de défendre des intérêts économiques, ça on sait bien faire, mais on a tendance à penser que la politique étrangère se réduit à ça et se réduit
aux organisations internationales à Genève et au CICR. Au-delà, il n'y a rien. Et puis l'autre raison, c'est la neutralité et une interprétation très restrictive de la neutralité. Moi, j'ai jamais considéré que la neutralité était un handicap ou un obstacle. Bien au contraire, la neutralité c'est un atout dont je me suis servi parce que ça ne signifie pas indifférence au monde. Ça ne signifie pas qu'on ne veut pas parler et qu'on ne veut pas agir. La neutralité, ça veut dire qu'on se comporte de manière objective et correcte, qu'on est un État qui peut être médiateur entre différents États. On base nos positions sur le droit international, les évolutions du droit international. Et quand vous dites à quelqu'un vous avez violé les conventions que vous-même avez signées, vous n'êtes pas en train de le juger. Vous êtes juste en train de vous référer au droit. Et ça, c'est pas être partisan. C'est pas casser et violer la neutralité. Et ça nous permet d'avoir un rôle dans le monde qui est très 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 apprécié. On nous fait confiance de ce point de vue-là. Et le concept de neutralité active, je peux vous dire, il a été très très bien accepté partout dans le monde. En Suisse, ça a donné des polémiques. Mais partout dans le monde, on a parlé de la neutralité active. Alors il est question aussi dans ce livre, bien sûr, des accords de Schengen, parce que vous en avez été partie prenante. Et vous vous interrogez sur la position de la Suisse. Vous dites finalement on signe les accords de Schengen, mais on n'arrête pas de se plaindre de ces accords de Schengen. C'est assez compliqué finalement le rapport de la Suisse et des Suisses à cette question. Je veux dire qu'on a un rapport assez compliqué avec les engagements internationaux. Regardez le vote du 9 février. On a approuvé par 3 fois la libre circulation des personnes. J'entends on. La population suisse par 3 fois a voté en faveur de la libre circulation des personnes. Le 9 février, on vote contre l'immigration et ce faisant, on vote de façon contraire à l'accord de libre circulation des personnes. Il y a eu d'autres votes de ce type et ils sont de plus en plus fréquents. Et ce qu'on voit, c'est que il n'y a pas d'examen de la constitutionnalité des initiatives populaires. Notre constitution est ouverte, on peut y mettre tout et n'importe quoi. Et ça peut être des dispositions contraires aux engagements internationaux de la Suisse elle-même, ce qui affaiblit la crédibilité de la Suisse à l'étranger. Il faudrait juste tenir votre micro un tout petit peu penché comme ça. Voilà. Donc je pense que il faudrait faire évoluer la démocratie directe dans le sens qu'on devrait avoir un système de, disons pas le mot contrôle parce que ça pourrait heurter, mais on devrait avoir un système d'analyse et d'examen des initiatives populaires pour au moins dire aux gens, écoutez, si vous signez cette initiative, vous allez à l'encontre d'engagement de la Suisse en matière de droits fondamentaux, en matière d'engagement avec l'Union européenne, etc. De façon à ce que les gens sachent ce sur quoi ils votent. Parce que sinon, ça nous vaut des ennuis sur le plan international. On le voit aujourd'hui avec ce vote du 9 février. Justement, le livre est sorti avant le 9 février. J'imagine qu'il y aurait eu un chapitre sur le 9 février s'il était sorti un peu après. Mais j'ai envie d'avoir votre avis éclairé sur la question, parce qu'on sait maintenant qu'on a 3 ans pour mettre en œuvre la décision populaire. Comme vous venez de le rappeler, elle est en contradiction avec les accords de Schengen. Il va se passer quoi? On dit qu'on pourrait voter sur les accords de Schengen ou sur je sais pas, sur les bilatérales globalement. Qu'est-ce qui va se passer? Votre avis? Tout d'abord, il y a un premier problème à court terme qui vient d'être partiellement résolu, c'est la relation avec la Croatie et l'application de la libre circulation des personnes à la Croatie qui vient d'entrer dans l'Union européenne. L'Union européenne a dit qu'il n'est pas question de traiter un membre de l'Union européenne différemment des autres. Donc là, on a trouvé une solution, le Conseil fédéral a trouvé une solution très pragmatique en disant on va appliquer les contingents qui étaient prévus dans l'accord sans signer d'accord. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'est-ce que ça va être ces contingents? Comment est-ce qu'on va pouvoir les réconcilier avec l'accord de libre circulation des personnes? Là, on attend de la part du Conseil fédéral une proposition de loi qui sera soumise au Parlement avant la fin de l'année. Là, c'est des informations qui sont publiques. Cette proposition sera examinée par le Parlement et il y a possibilité de référendum facultatif sur une telle proposition. Donc il est possible que cette question, elle sera tranchée politiquement par le Parlement, mais il est possible que cette question des contingents puisse être aussi tranchée par la population suisse.
Enfin, il y a un troisième problème qui est celui de l'avenir des relations avec l'Union européenne, c'est-à-dire la voie des bilatérales. Et là, vous avez vu que l'Union européenne a accepté hier, ou va accepter dans les jours qui viennent, de rouvrir les négociations avec la Suisse sur les questions institutionnelles, c'est-à-dire sur la manière de gérer les relations, d'institutionnaliser les relations bilatérales avec l'Union européenne. Et ça, moi je pense que ce serait une bonne chose qu'on soumette le résultat de ces négociations à un vote populaire, parce que le 9 février, les Suissesses et les Suisses n'ont pas voté sur la voie bilatérale, sur les relations avec l'Union européenne. Les résultats des analyses Fox le montrent. Les Suissesses et les Suisses ont voté contre l'immigration. Et donc je trouve que ça serait bien qu'avec un résultat de négociation, quel qu'il soit d'ailleurs, qu'on vienne devant la population suisse et qu'on nous demande qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez continuer dans cette voie-là? Est-ce que vous voulez une adhésion avec des exceptions? Est-ce que vous voulez la solution que proposent certains Suisses alémaniques, à savoir un accord de libre-échange et c'est tout, avec l'Union européenne? Je pense que les Suissesses et les Suisses devraient pouvoir se prononcer parce que c'est une question de destin pour nous. Alors j'imagine... À l'étranger, on ne connaît pas notre système. On ne sait pas ce qu'est un référendum. Certains se sont empressés de critiquer la démocratie directe en disant, voyez, la démocratie directe, c'est donner de la voix aux populistes, à tous ceux qui veulent s'isoler et ne pas participer dans le monde. Moi, je suis une fervente défendresse de la démocratie directe. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous permet de nous exprimer, d'avoir notre mot à dire. Et quand je vois ce qui se passe dans les pays qui nous entourent avec des plans d'austérité où les gens n'ont pas un mot à dire, je trouve qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Les Suissesses et les Suisses se sont exprimés, ils ont dit leurs craintes. Je pense que c'est des craintes qu'il faut prendre en compte, qu'il faut écouter. Et la démocratie directe nous permet d'entendre ses peurs et ses craintes et de prendre des mesures et d'essayer d'y répondre, enfin de diminuer ses craintes. Alors que dans les autres pays, ils n'ont pas une pareille écoute de la population. Ils sont dans l'incapacité d'y répondre comme nous pouvons le faire aujourd'hui. Alors vous dites avec raison que le système suisse est mal connu. Par contre, si je vous ai bien lu, la stratégie suisse en matière internationale est bien connue. Vous dites on a une seule stratégie, nous commençons par dire non et non. Ouais, en général, on fait trois choses, en trois étapes différentes. On commence par dire non, non, non et non. Le secret bancaire, pas négociable, on n'y touche pas, terminé, on négocie pas. Ça peut durer quelque temps. Et puis, deuxième phase, on lâche tout. On lâche tout. Du jour au lendemain, parce qu'il y a des pressions internationales, il y a des polémiques, alors on a des problèmes, on a des ennuis, on a des mesures de rétorsion qui sont prises par les États étrangers. Alors, on donne. Et la troisième étape, qui est la moins glorieuse, une fois qu'on a donné, on essaye de rattraper, c'est-à-dire de vider les fonds de tiroir, et on essaye de gratter encore un peu pour éviter de trop donner. Et c'est en général, c'est une stratégie qu'on applique assez régulièrement. On est toujours dans la réaction. Et ça me fait un peu mal au cœur. C'est la raison pour laquelle dans le débat européen, là je donne mon avis personnel, moi je vois le destin de la Suisse dans l'Europe, dans l'Union européenne, et je me dis, n'attendons pas de devoir faire une demande d'entrée en rampant à quatre pattes et en suppliant de nous accepter parce qu'on a envie d'avoir un accès. C'est la conclusion de votre livre. Vous dites très clairement que la Suisse aurait meilleur temps de négocier une adhésion que de se livrer à ce bricolage législatif. Bricolage législatif. Bricolage institutionnel, oui, parce que l'Union européenne maintenant ne reconnaît plus l'équivalence des normes entre les deux pays, entre l'Union européenne et la Suisse. Elle nous dit si vous voulez avoir un accès au grand marché, et ça c'est l'intérêt de la Suisse, alors vous devez reprendre les réglementations européennes, pratiquement sans avoir un mot à dire. Non seulement vous devez reprendre, mais vous devez accepter la surveillance de l'application des normes. Je vous laisse imaginer ce que ça serait si on avait une surveillance avec le vote du 9 février. Vous devez vous plier à cela. Et moi je trouve qu'on peut parler de souveraineté, mais là
de reprendre les normes européennes sans avoir un mot à dire. Moi, je préférerais qu'on soit à l'intérieur de l'Union européenne, qu'on puisse participer au débat, qu'on puisse dire notre mot sur l'évolution des réglementations européennes. Et je pense que ça serait beaucoup plus avoir la tête haute que dans la situation actuelle. Et deuxièmement, l'Union européenne est en train d'évoluer. Elle est en train d'évoluer aujourd'hui vers une sorte d'intégration à plusieurs vitesses. Vous avez la Grande-Bretagne qui n'est pas membre de Schengen, qui n'est pas membre de la zone euro. Vous avez les membres de la zone euro qui se réunissent entre eux pour renforcer la gouvernance des membres de la zone euro, à l'exception des autres membres de l'Union européenne. Et en même temps, M. Hollande et Mme Merkel nous disent oui, mais on est d'accord d'avoir de nouveaux membres. Donc ça signifie, et puis vous voyez ce que dit M. Cameron, qui veut effectivement sans se limiter aux aspects économiques des relations avec l'Union européenne et pas participer à la grande politique. Et donc ça veut dire qu'il y a une intégration aujourd'hui dans l'architecture institutionnelle de l'Union européenne, qu'on accepte mieux la diversité. Avant c'était, si vous voulez, par exemple à moi on me disait, si vous voulez négocier sur Schengen, vous entrez dans l'Union, il n'y a pas de raison pour négocier avec vous. Aujourd'hui on accepte ce genre d'intégration différenciée et ça permettrait à la Suisse de négocier une adhésion avec des exceptions concernant la monnaie, concernant la neutralité. De toutes les façons, je pense que le temps est venu, au vu des difficultés qu'on connaît dans la voie bilatérale, de débuter un débat sur le futur de la Suisse et sur les options qui s'offrent à nous. Mais vous êtes très clair sur cette question-là. Hein. Vous dites que si la Suisse ne trouve pas la meilleure solution acceptable avec l'Europe, il faudra qu'elle fasse un choix entre l'accès au marché et le respect de sa souveraineté. Ben oui, ça veut dire qu'on est dans la situation, c'est la situation d'aujourd'hui. L'intérêt primaire de la Suisse dans ses relations avec l'Union européenne, c'est l'accès au grand marché européen. Il y a 500 millions de consommateurs et de consommatrices, nous on est 8 millions, et les entreprises suisses ont un intérêt majeur, et les citoyens aussi, hein, je veux dire, à pouvoir bouger, à pouvoir avoir des relations et accès au grand marché européen. Donc là, c'est vraiment un intérêt majeur. Et à un moment donné, il va falloir choisir entre accepter ce que nous demande l'Union européenne, sous toutes ses formes, quelle que soit dont la reprise des évolutions du droit européen, ou bien voilà, rentrer dans l'Union européenne. Du point de vue de la souveraineté, le bilan actuel est relatif. Et je pense qu'on préserverait peut-être mieux notre souveraineté en ayant un mot à dire à l'intérieur. Donc c'est pas bon d'avoir des pays en conflit, d'avoir des pays qui... Et on sait aujourd'hui que le non-respect des droits humains conduit souvent à des conflits. Donc c'est la raison pour laquelle je dis qu'il y a synergie entre l'engagement suisse en faveur des droits humains et de la paix dans le monde, parce que ça vous garantit une certaine stabilité, en tout cas à moyen-long terme, des marchés qui permet aux entreprises suisses d'aller exporter là-bas. Alors quelquefois il y a contradiction, quelquefois ça arrive, qui est contradiction par exemple en matière d'exportation d'armes, qui est même violation de la neutralité puisqu'on envoie des armes en Corée du Sud par exemple, qui n'a pas d'accord de paix avec la Corée du Nord. Et donc pour respecter strictement le droit de la neutralité, on devrait aussi envoyer des armes en Corée du Nord ou renoncer à en envoyer dans l'un et dans l'autre pays. Donc là il y a des contradictions dans le monde d'aujourd'hui, à court terme en tout cas, mais on devrait veiller à ce qu'il y ait cohérence entre les deux objectifs. Au problème ukrainien, la première fois que je me suis rendue en Russie, c'était au moment de la révolution orange. Et j'ai rencontré mon homologue, le ministre des Affaires étrangères, qui est toujours l'actuel ministre des Affaires étrangères. J'ai rencontré la commission de politique étrangère. Et j'ai été très frappée par l'émotion à ce moment-là par rapport à l'Ukraine. On m'a dit c'est pas possible, l'Ukraine ça fait partie de la Russie, l'Ukraine c'est le cœur de la Russie, c'est là qu'est née la religion russe, l'État russe. Et les gens étaient vraiment d'une façon émotionnelle le discours était très inquiétant de ce point de vue-là, hein, sans nuance. Et je pense qu'il est toujours resté.
Ça, c'est le premier élément. Donc, quand l'Union européenne vient proposer à l'Ukraine un accord d'association en lui disant c'est où ça, cet accord d'association était incompatible avec un accord de libre-échange prévu par la Russie avec notamment aussi l'Ukraine, ça voulait dire c'est où ça ou la Russie. Et ça, c'était pas très opportun, je dirais, parce que vous ne pouvez pas mettre un pays comme l'Ukraine devant ce type de choix. C'est un pays de transition, c'est un pays qui a des relations très fortes avec la Russie, qui est ethniquement partagée, et donc ça a conduit à la situation difficile dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Puis la deuxième chose que je peux dire sur l'Ukraine, c'est qu'on sait très bien ce que le président russe veut. Ça fait longtemps qu'on le sait. Il y a eu la crise géorgienne. Monsieur Saakashvili, le président géorgien, a œuvré comme un missionnaire de l'Occident face à la Russie. Résultat des courses, il a perdu 30% de son territoire. L'Ossétie du Sud et l'Abkhazie sont aujourd'hui reconnus par très peu d'États, il est vrai, comme des États indépendants. Donc, la Géorgie a perdu 30% de son territoire, la Russie a rétabli une zone d'influence là. Ensuite, vous montez vers l'Arménie. L'Arménie, la Russie lui a proposé de faire partie de sa zone de libre-échange. Et le ministre des Affaires étrangères arménien m'a dit on ne pouvait pas imaginer de voir le prix du gaz doubler pour l'Arménie, parce que l'Arménie est dans une situation économique extrêmement difficile. Donc pour nous, le choix était vite fait. C'était la Russie. Et avec ce positionnement de l'Arménie, vous avez la zone d'influence russe aussi qui s'est confortée au Nagorno-Karabakh, puisque le Nagorno-Karabakh est occupé par l'Arménie, c'est un de ces conflits gelés. Et il est occupé par l'Arménie, l'armée russe a des bases militaires à la frontière avec la Turquie en Arménie, et donc là, vous remontez cette affaire, c'est aussi statu quo. Vous remontez vers l'Ukraine, c'est fait. Et maintenant, la question se pose pour l'Est et le Sud de l'Ukraine. Et beaucoup de gens se demandent si on va arriver à une guerre, si les pays occidentaux vont finalement, au-delà des sanctions, envisager une opération militaire de l'OTAN. Écoutez, c'est un avis personnel, moi je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on ira jusqu'à une guerre contre la Russie, parce que ce qui me frappe à l'heure actuelle, c'est de voir la faiblesse des Occidentaux. On prend des sanctions qui sont à peu près symboliques, on négocie pas vraiment avec la Russie. Je pense que si on voulait vraiment arriver à une solution, on devrait vraiment passer par la négociation, mais une négociation sérieuse qui rentre en matière sur la question du statut institutionnel de l'Ukraine, qui rentre en matière sur le positionnement de l'Ukraine. Moi, je pense que la meilleure situation pour l'Ukraine, mais là, vous me direz, je suis suissesse, c'est normal, on pense tous la même chose quand on est suisse, ça serait la neutralité armée, comme la Suisse. Parce que l'Ukraine est dans une situation où elle se trouve un peu la même chose que la Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale. Si on nous avait demandé de choisir entre les grands belligérants qui nous entouraient, on n'aurait pas pu. Sauf à se retrouver dans la même situation que l'Ukraine aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut réfléchir et discuter avec la Russie sur la question du statut, de la décentralisation, du fédéralisme en Russie et d'une neutralité armée qui lui garantisse son intégrité territoriale située entre deux blocs. Merci pour ce